Bienvenue à ce webinaire organisé par Businessimo et Yardi Systems consacré à la gestion d'actifs à l'ère de l'immobilier hyper connecté. Donc, évidemment, je surprendrai personne ce matin en avançant que le numérique fait partie intégrante de notre quotidien, encore plus, évidemment, depuis la crise sanitaire et économique actuelle. Cette transformation digitale, elle est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises. Évidemment, ce qui en retour amène les property, assets et investment managers à repenser leur façon d'aborder la gestion d'actifs. Donc, pour nous éclairer sur les nouveaux défis auxquels ils font face, ainsi que sur les nouvelles solutions qui s'ouvrent au secteur, nous avons la chance ce matin d'entendre 5 panélistes et donc pour lancer la table et pour dresser la table avec une présentation des tendances en matière d'occupation de bureau, je vais passer la parole à Madame Magali Marton, directrice du département Research France chez Cushman & Wakefield. Donc, bonjour Magali. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que maintenant vous me voyez. Donc, nous vous voyons, nous vous entendons bien. Superbe. Bonjour. Alors tout d'abord, un grand merci pour cette invitation à partager cette heure et demie d'échange sur ce thème ô combien intéressant. Alors il est d'autant plus intéressant que pour rien vous cacher, on avait chez Cushman travaillé sur ce thème à la fin de l'année 2019, une étude que nous avions réalisée avec Wirescore, ce qui me permet de saluer Frédéric Motta, je ne sais pas s'il est avec nous ce matin, étude sur l'évolution des pratiques numériques et les nouveaux besoins immobiliers. Alors bien évidemment, en deuxième partie de l'année 2019, quand nous avions travaillé sur ce sujet, on était très loin d'imaginer tout ce qui allait nous arriver en 2020 et combien cette étude, elle était très intéressante, et le fait de l'avoir revisitée ces jours derniers pour préparer cette intervention m'a remis en mémoire un certain nombre de thèmes. Alors, il faut la relire à l'aune d'un éclairage complètement nouveau sur les pratiques immobilières des entreprises, puisque aujourd'hui, la crise sanitaire a un effet. Alors, l'effet sur le marché immobilier, je vais le laisser de côté, c'est pas vraiment le sujet. Moult études sont parues pour dresser le constat de la conjoncture immobilière. C'est bien plus intéressant et bien plus structurellement décisif de bien comprendre dans quel environnement les entreprises vont maintenant se mouvoir et quelle va être finalement leur lecture de l'immeuble de bureau. Bien évidemment, ce serait criminel de parler de quoi que ce soit sans évoquer un certain nombre de nouvelles pratiques qui irriguent les entreprises et qui vont avoir une importance en termes de numérique. Je dis un mot du télétravail. Alors, vous allez me dire, le télétravail, c'est finalement le déplacement des salariés hors de l'entreprise vers un domicile via un tiers-lieu pour exercer leur activité. Ceci dit, l'intensité de ce télétravail, nous sommes en train de finaliser une étude. Je vous en dis juste 2 mots. Une pratique qui va maintenant toucher 80% des entreprises. Elle n'était grosso modo que 40% à avoir tenté l'expérience avant la crise sanitaire. Et de ce que l'on comprend de l'intensité de ce déploiement du télétravail, il pourrait concerner 2 à 3 jours par semaine télétravaillés. Et donc, ça veut dire que plus que 3 ou 2 jours dans les murs de l'entreprise, dans notre immeuble de bureau qui est notre sujet ce matin. Ce qui finalement amène les entreprises à d'abord réfléchir le rôle du bureau, sa vocation, puisqu'il y a pour un certain nombre d'entreprises un vrai challenge maintenant qui est d'une certaine façon de faire revenir les salariés dans l'entreprise, donc revisiter finalement la promesse de cette entreprise et du temps qu'on y passe et de ce qu'on y fait et de ce qu'on y fait forcément très différemment de ce que l'on pourrait faire à partir de son domicile tout à fait tranquillement.
ce qui nous amène à réfléchir finalement un immeuble de bureau beaucoup plus flexible dans son utilisation. Il est bien évident que l'immeuble de bureau va être appelé à muter et va devenir, alors potentiellement déjà ce lieu où l'on se croise, où l'on échange avec une proposition complètement différente. Et puis, pour un certain nombre d'entreprises, passer le cap finalement de l'organisation par poste de travail et plutôt se diriger vers des organisations autour d'un bureau flexible et en tout cas plus de postes de travail attitrés. Et c'est là que finalement le numérique va nous aider. Alors, ce qui était très intéressant quand on a travaillé avec Wirescore fin de l'année dernière, c'est qu'on s'est rendu compte, puisque là, pour le coup, on avait carrément interrogé les salariés, donc être vraiment au plus près de l'attente de l'utilisateur final. Dans notre jargon, l'utilisateur, c'est souvent l'entreprise, mais on oublie que derrière l'entreprise, il y a des collaborateurs et que ces collaborateurs, ils ont des exigences très basiques. Alors, certaines vont être traitées par l'entreprise, du matériel performant, la connexion, la connectivité, là pour le coup, ça commence déjà à interroger le concepteur du bâtiment, son propriétaire, assurer une bonne qualité. Enjeu de taille, la connectivité est aujourd'hui le deuxième critère déterminant pour les salariés en termes de choix d'implantation. Et sur la plus jeune génération, les moins de 30 ans, 1 sur 5 nous ont déclaré au moment de l'étude envisager de quitter une entreprise si finalement les conditions de l'expérience numérique n'étaient pas au rendez-vous de la promesse de l'entreprise. Ce qui, du coup, amène à réfléchir cette proposition de l'espace de bureau, puisque finalement nous pourrions, pardon, devenir dans l'espace même de notre immeuble de bureau, un salarié nomade. Donc il va falloir que techniquement les immeubles le permettent. Il y a du travail, c'est évident. Je pense aussi à la mobilisation des espaces extérieurs, hein. On voit que ça prend beaucoup d'importance dans le choix des entreprises. Encore faut-il que ces espaces soient des espaces où l'on peut travailler et pas forcément simplement discuter. Discuter, c'est bien, travailler, c'est encore mieux. Autre élément donc sur ce flex office, la question peut aussi se poser de la valorisation de ces espaces. Alors, d'abord, il faut peut-être aussi admettre que nous allons entrer dans une expérience euh, enfin dans un temps d'expérimentation important. Les entreprises vont essayer finalement plusieurs solutions. Elles vont parfois se tromper, elles vont parfois valider des essais, donc il va falloir aussi les accompagner sur ce chemin de l'expérimentation. Donc ce flex office ouvre la voie potentiellement à tout un champ d'investigation. On parle de plus en plus de bâtiments intelligents. Si finalement le collaborateur peut se promener dans l'intégralité des espaces de l'entreprise, travailler sur des espaces divers et multiples. Comment mesurer le taux d'occupation? Comment mesurer la satisfaction? Comment potentiellement aussi installer un système de valorisation des espaces. Si l'immeuble de bureau est l'immeuble où, en tant que salarié, j'ai accès à une technologie plus avancée que je n'aurais pas à mon domicile, il y a peut-être aussi un champ d'expérimentation sur la façon dont on va valoriser les espaces. Et bien évidemment, un autre thème très intéressant à développer serait tout ce qui tourne autour de l'immeuble intelligent, l'immeuble prédictif, bien évidemment. Donc là, pour le coup, la connectivité va nous permettre d'anticiper la demande des usagers. Ça va bien évidemment, on va pouvoir être en mesure de mieux capter la satisfaction des salariés en temps réel. Je reviens à mon thème de l'expérimentation, hein, finalement, être plus sachant sur ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Donc c'est intéressant pour le propriétaire puisque en fonction de ce qu'il va être capable de développer, il aura une sorte de retour d'expérience pratiquement en temps réel. Optimiser la gestion, optimiser la facturation sur l'entretien des bâtiments, des espaces en fonction de leur taux d'occupation.
On est plutôt pas vraiment équipé. Alors peut-être que sur les parties de property management, on aura d'autres avis sur la question, mais il y a encore du chemin à faire pour bien comprendre comment l'entreprise et ses collaborateurs utilisent, occupent vraiment l'ensemble des espaces de bureau. Ça pourra aussi être intéressant dans une relation entre un locataire et son bailleur pour faciliter les négociations autour du bail, là pour le coup fondées sur des recommandations basées sur des statistiques beaucoup plus réelles en termes d'utilisation des espaces, des champs d'expérimentation et d'exploration en termes de données intéressantes en termes de réaménagement des espaces. Et puis bien évidemment, fort de l'expérience et fort de cette approche qualitative, quantitative, backée par des datas concernant l'immeuble, eh ben, on aura affaire à des entreprises qui sont plus sachantes sur la façon dont elles veulent potentiellement se relocaliser dans un déménagement, dans un regroupement. Euh, enfin, dans finalement toute sa réflexion immobilière. Donc il y a déjà un certain nombre de pistes qui s'ouvrent à nous, d'éléments concrets. Alors c'est une intro, donc forcément je suis un petit peu rapide sur l'ensemble des sujets. Ravi de partager avec vous les résultats de cette étude et puis de poursuivre l'échange. Il est clair que pour moi, il y a quand même aujourd'hui deux grands axes à explorer. Finalement, accompagner ce nomadisme du salarié, cette montée en puissance, montée en gamme de la promesse de l'immeuble de bureau. Alors ça fait un peu journalistique, mais l'avant, l'après-crise, non, je pense pas qu'il y a un avant, il y a un après. Je pense qu'il y avait déjà des tendances qui existaient avant la crise sanitaire. Ces tendances sont renforcées et puis il y a un coup d'accélérateur et il y a une sorte d'expérimentation en temps réel qui est en train de se faire. Ce qui est intéressant de voir, et ça c'était quelque chose qu'on avait bien senti au moment de la réalisation de cette étude avec WireScore, c'est qu'on a plutôt des salariés qui sont prêts à jouer l'expérimentation dans dans un cadre qui leur permet finalement d'être acteurs de ce changement, bien évidemment dans le cadre aussi d'une direction d'entreprise qui aujourd'hui a plutôt une lecture financière et de contrôle des coûts. Mais j'ai envie de vous dire que cet immobilier hyper connecté, il permet d'être beaucoup plus sachant sur la façon dont on utilise, dont on rentabilise finalement les espaces de bureau. Ces espaces de bureau, donc vous avez compris qu'ils étaient aujourd'hui multiples, variés. Alors le sujet du jour, c'est l'immeuble de bureau, mais bien évidemment pour l'entreprise, ça va être l'immeuble de bureau, des tiers-lieux, des espaces de coworking, le salarié à son domicile, donc quelque chose de beaucoup plus ample à cerner et à comprendre. Mais il est sûr qu'on ne peut plus faire l'économie d'être beaucoup plus sachant, informé et data-driven sur l'occupation de l'espace de bureau aujourd'hui et encore plus demain. Voilà ce que je voulais partager avec vous en termes d'introduction. Bonjour, merci Madame Marton. Donc, en effet, vous nous donnez beaucoup à réfléchir. Avant de passer la parole au prochain intervenant, je fais juste informer les gens, j'avais oublié de le faire en introduction. Si vous avez des questions pour Madame Marton, pour les différents intervenants, je vous invite à les écrire dans le chat qui se trouve techniquement à droite de votre fenêtre. Moi, je les noterai en tâchant d'en oublier aucune pour que nous puissions y revenir après les présentations de nos panélistes lors d'une période d'échange. Donc, n'hésitez surtout pas à faire remonter vos questions, vos interrogations. Je m'assurerai de les poser aux intervenants par la suite. Et donc, pour continuer, justement, je passe la parole à Monsieur Tsonga Tsoukas, qui est président de BNP Paribas Real Estate Property Management France, ainsi que président de l'APROMA,
Donc, je l'invite à nous rejoindre. Oui, bonjour tout le monde. Et donc, Madame Marton fait émerger beaucoup de sujets, notamment une évolution des besoins des utilisateurs, un besoin de renouveler l'immeuble de bureau, le modèle de l'immeuble de bureau. Donc, peut-être la question pour vous, c'est peut-être justement comment ces nouveaux besoins-là et ces nouvelles visions-là peuvent être traitées par les property managers. Oui, merci pour la question et merci pour l'invitation. Clairement, on traverse une période de transformation et qui n'a pas commencé après le confinement. Je suis d'accord avec Magali, c'était plus un coup d'accélérateur, mais qui a commencé cette tendance il y a quelques années, grâce bien entendu à l'évolution de la technologie. Qui nous a permis de se connecter de n'importe où, de n'importe quand et de n'importe quel device, qui nous a permis d'avoir des services au sein de l'immeuble, qui nous a fait évoluer nos attentes, qui nous a permis de travailler du coup de n'importe presque où, d'un tiers-lieu, d'un café, de la maison, et qui a beaucoup mis l'attention sur la valeur de la flexibilité. En fait, beaucoup d'entreprises nécessitent de la flexibilité et c'est pas seulement à cause de la pandémie. Déjà, à cause de la technologie, l'évolution, on s'est rendu compte qu'on doit revisiter nos modèles économiques, on doit revisiter notre promesse, notre activité pour s'assurer qu'on satisfait toujours les attentes de nos clients. Et pour cela, on a lancé des projets de transformation, on les a incubés, des idées. Il y avait des PropTech, des startups qui sont venus à notre aide, qui nous ont challengés. Donc, pour cette raison-là, finalement, on a lancé des petits squads, des équipes, des projets. Et en mode projet, c'est pas toujours, surtout en mode agile, si le projet va réussir ou pas. Donc, à la fin, si ça réussit, ça peut exploser. On pourrait avoir besoin de 2, 3, 4 fois plus d'espace. Mais si ça ne réussit pas tellement, dans ce cas-là, on pourrait devoir arrêter. Et ce n'est pas un souci nécessairement. Dans un mode agile, on doit intégrer la possibilité de ne pas réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin, on comprend que au niveau de property management, nous sommes jugés de plus en plus pour notre capacité d'être réactive et proactive. Mais d'être réactive et proactive en temps presque réel, il faut qu'on soit beaucoup plus informé et qu'on arrive à mobiliser nos savoirs, connaissances de terrain, qui est très précieux, si on peut le transformer dans des conseils, dans des insights, des recommandations à donner à nos clients immédiates, les propriétaires et les asset managers, mais qui ne sont pas nos clients finaux. Parce qu'on se rend compte, qu'on s'est rendu compte que, en fait, on ne gère pas des immeubles vides. Et notre métier, bien entendu, c'est de gérer les baux, et nous sommes un ADB de ce point de vue, et c'est très bien. Sans les fondamentaux, clairement, on ne peut pas exercer notre activité, mais que à la fin, on doit évoluer vers un chemin d'être un property manager qui intègre l'aspect humain, l'aspect, justement, ce que Magali venait de dire autour de l'utilisateur, c'est pas seulement des entités légales avec des baux, mais que derrière, il y a des employés, des collaborateurs, des individus qui fréquentent les lieux qu'on gère à travers les espaces communs, que les gens qui ont des attentes, qui évoluent d'ailleurs, qui ont des sentiments, qui ont des bonnes ou mauvaises humeurs, donc qui sont des besoins au niveau des basiques
qu'on peut satisfaire dans un immeuble. Mais pour faire tout cela et intégrer ces aspects-là, il faut qu'on soit informé. Il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble. De nouveau, je ne peux être que d'accord avec ce que c'était dit. Et je ne vais pas contredire. Malheureusement, nous ne sommes pas encore capables de remonter toutes les informations et utiliser dans l'intérêt de l'utilisateur final et conseiller le mieux possible nos clients toutes ces informations, alors qu'ils sont là. Donc, mais pourquoi? Parce que le métier de l'immobilier est très fragmenté. Il y a beaucoup d'acteurs qui n'est pas nécessairement un problème, parce que c'était une période d'industrialisation, spécialisation auparavant, et que ce qu'on fait, on le fait bien. Mais il faut le faire évoluer vers des autres horizons, d'être capable justement d'intégrer cet aspect humain. Ça nous emmène à un enjeu d'interopérabilité. On doit être capable de réagir dans une manière coordonnée et cohérente pour satisfaire l'utilisateur final. Et la chaîne de valeur traditionnelle, que j'appelle traditionnelle, c'est le Facility Management, Property Management, Asset Management. Pour un bureau de multilocataire, parce que bien entendu, dans un immeuble de monolocataire, ces services sont internalisés à travers la DET, à travers la RH, à travers le marketing, communication, mais on se rend compte que autant dans une entreprise que dans un immeuble, la réaction cohérente de toutes les parties prenantes, c'est un élément clé pour bien satisfaire les besoins de collaborateurs. Si je reviens sur un site, un bureau multilocataire, on doit du coup se coordonner, se mieux intégrer dans cette chaîne de valeur avec le asset management et le facility management. On doit s'ouvrir, on doit devenir open, c'est ce que j'appelle open property management. Mais autant s'ouvrir qu'il faut aussi être capable de travailler dans un écosystème avec des autres acteurs externes, des PropTech et des opérateurs. Ce qui est intéressant avant la pandémie quand même, et c'est pourquoi ce n'est pas une tendance qui a commencé il y a 6 mois, que des externes de l'immobilier, des coworkers sont venus et ils ont prétendu d'être capables mieux connaître et mieux satisfaire les besoins des utilisateurs, des finaux, qui, on devrait pouvoir dire, du point de vue property management, asset management, que c'était nos clients finaux. Et comment c'est possible qu'un externe qui vienne, qui ne connaît pas nécessairement l'immobilier, il prétend, et au-delà de ça, il arrive à satisfaire, parce que les coworkers ont démontré qu'ils ont internalisé ces services et quand même, ils ont eu des succès. Après, bien entendu, il y a des autres enjeux de croissance que pas tout le monde a réussi à boucler avec de succès. Mais pour revenir à notre métier, donc pour être capable de se mieux intégrer, être plus interopérable et plus informé au niveau de property management, on doit intégrer de plus en plus d'informations. Et notre position centrale, qui est entre, bien entendu, l'asset management et facility management, comme vous avez compris dans la chaîne de valeur, mais aussi entre le preneur à bail et le propriétaire, cette position centrale implique beaucoup de flux d'informations, de données, qu'on devrait être capable de les agréger, les consolider, les faire travailler, les corréler et même, pourquoi pas, avec quelques algorithmes, le mettre à disposition à nos propriétaires pour mieux satisfaire les utilisateurs. Où nous sommes dans cette intégration des données, des flux des données, avec l'Aproma, on a lancé un test, je dirais, pour comprendre quels sont les cas d'usage qui nécessitent en fait et qui justifient une coopération entre les différents acteurs
et justement une langage commun pour que toutes les informations qu'on partage soient lisibles, soient consolidables, agrégables et après exploitables, utilisables. Donc, on lance cette étude et cette test maintenant. Donc, on a choisi notre partenaire et on espère avoir un premier résultat à la fin de l'année, mais le plus tard, fin de premier trimestre 2021. Et bien entendu, on va partager avec d'abord tous les membres, mais après, on espère qu'on peut aussi au marché. L'enjeu, c'est clairement d'être capable de pas seulement collecter les informations et les données, mais aussi d'être capable de les partager presque en temps réel pour que ça soit utilisable. Le problème, comme il y a beaucoup d'acteurs et ça nous sommes fragmentés de nouveau, pas nécessairement un souci si nous sommes bien spécialisés, mais on doit être capable, pas reconstruire toujours la même chose dans chaque entreprise, mais d'être capable de capitaliser de ce qui était fait auparavant pour l'intégrer dans ce que nous faisons. Pour finir, et après j'imagine qu'il y aura un débat, donc notre enjeu c'est clairement un enjeu d'interopérabilité, d'ouverture pour avoir plus d'informations et de pouvoir transformer notre expérience de terrain en des conseils, en des recommandations, mais pour une seule but ultime, pour satisfaire en fait pas les beaux, mais les humains qui fréquentent les lieux, qui nécessitent bien entendu des services, qui peuvent travailler de la maison, donc on doit pouvoir attirer dans les immeubles. Les immeubles doivent être attrayants, doivent être un lieu de destination, et pour cela, on doit s'adapter à gérer et à proposer les meilleurs services, les mieux adaptés à leurs besoins. Donc finalement, la data, la connectivité, la technologie doit servir l'humain et c'est ce qu'on essaye de mettre, nous, en place au niveau de Property Management. Merci, M. Xoukas. En effet, il y aura une période de débat après, donc vous pourrez pousser encore plus loin la discussion à ce moment-là. Je vous remercie en attendant pour cet éclairage. Et après qu'on poursuive la discussion, nous allons être rejoints sous peu par M. Arnaud Brouchou, qui est président de Colliers Global Investors. Bonjour, M. Brouchou. Bonjour, Luc-Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en tant que président de Colliers Global Investors, vous êtes Asset Manager, Investment Manager. Ce matin, déjà, on voit émerger beaucoup de besoins, beaucoup de questions aussi autour du digital, de la donnée. Peut-être justement, je sais que c'est une question que vous avez sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi chez Colliers Global Investors. On en a parlé avec vous dans Businessimo dans le passé. Comment est-ce que justement vous abordez la question du digital en tant qu'asset manager? Comment est-ce que celui-ci, dans le fond, fait évoluer votre pratique de l'asset management? Donc, je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez tout ça. Très bien, merci. Donc, effectivement, lors du travail préliminaire qu'on a fait notamment tous les deux, on s'était dit qu'il pouvait être intéressant de focaliser mon intervention sur l'usage du digital par l'asset manager dans son quotidien d'asset manager, notamment parce que Magali et Xongor, qui m'ont précédé, ont beaucoup abordé l'usage et l'utilisation de ce digital dans les immeubles et les attentes des occupants. Et donc, je ne vous parlerai pas télétravail, je ne vous parlerai pas vidéoconférence, je ne vous parlerai pas beaux digitaux utilisant la blockchain, mais plutôt quels sont les outils, quelle est la réflexion qui nous a amené chez Colliers Global Investors à travailler et à utiliser les nouveaux outils digitaux pour notre quotidien et notre travail, notamment d'asset manager. Alors, si on fait un petit peu d'histoire et l'histoire de notre métier, on s'aperçoit qu'il a beaucoup évolué depuis 30 ans.
mais qu'il est resté finalement focalisé sur quelques plateformes numériques et beaucoup autour d'Excel. Donc, en faisant un petit peu d'histoire, il y a eu un choc dans les années 90 après la crise des années 90. Il y a une nouvelle génération d'investisseurs qui est apparue sur les marchés financiers. Et donc, on a connu un choc entre une approche très financière et le fameux gestionnaire en bon père de famille qui existait auparavant. Alors, je ne vais pas élaborer sur les points positifs de cette nouvelle approche financière, la liquidité, l'arrivée de nouveaux indicateurs ou même la transparence qui est extrêmement importante. Ceux qui, comme moi, ont fait des data rooms au début des années 2000 se rappellent qu'elles étaient réduites à leurs plus simples expressions et quelques feuillets photocopiés, contrairement à ce qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est un des usages du digital qui a beaucoup aidé notre métier. Pour me concentrer finalement un petit peu plus sur les points négatifs. Les points négatifs, on a tous en tête cette image de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui lutte contre le rythme de la machine. Et je crois que notre métier a effectivement vécu une taylorisation qui a été assez complexe et que le fameux gestionnaire en bon père de famille d'il y a 30 ans a été atomisé en différentes fonctions. Le facility manager, le property manager, l'asset manager. L'asset manager lui-même a été atomisé en équipe d'acquisition, équipe de gestion. On peut même voir aujourd'hui, et c'est le cas depuis quelques années, mais il y a eu une annonce dans la presse qui a été faite il y a quelques jours sur ce sujet, que certains gestionnaires et asset managers subdivisent en créant par exemple un rôle de responsable de la commercialisation qui aurait en main la gestion des baux et la commercialisation des actifs. Donc, on a une atomisation des fonctions et une spécialisation des fonctions. Et ça génère deux biais, à mon sens. D'une part, une perte très conséquente d'informations, parce que en divisant les tâches, on a quand même du mal à avoir une vision globale et d'ensemble, alors que c'est normalement le rôle de l'asset manager d'être ce chef d'orchestre. Et à mon avis, le biais principal au niveau de l'asset manager, c'est que ce dernier passe désormais le plus clair de son temps derrière son ordinateur à faire du reporting et à consolider cette information, à quémander cette information, plutôt qu'à être sur le terrain, là où la valeur secret, au contact des locataires. C'est là où je trouve qu'il peut être intéressant de voir que la digitalisation va nous aider sur ce que nos amis anglo-saxons appellent les pain points, les points d'achoppement. L'analyse qu'on en a faite chez Colliers Global Investors, c'est qu'on voulait, avec des nouveaux outils, simplifier les processus, simplifier la remontée d'informations, fiabiliser et unifier cette information, parce que tous les asset managers qui nous écoutent doivent savoir qu'il existe 3 ou 4 états locatifs différents pour un même immeuble dans leurs différentes fonctions. Un chez le property manager, un chez le stagiaire et l'asset manager parce qu'il n'a pas forcément confiance ou il préfère avoir son petit état locatif. Le fund manager, sans doute de temps en temps, en refait un petit peu consolidé pour ses reporting. Et donc, on a accès à une pluralité d'informations qui fait perdre beaucoup de temps, qui est extrêmement chronophage. Le troisième usage de cette information, c'est de l'analyser et, si vous voulez, de pouvoir ensuite travailler cette information pour la reporter. Bon, pour tout ça, je l'ai dit un petit peu en introduction, on utilisait quelques systèmes et beaucoup Excel à côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si ça arrive sur le tard, puisque l'immobilier a encore cette image de secteur un peu sclérosé qui adopte les solutions techniques un petit peu sur le tard, on a depuis 3, 4, 5 ans quantité d'outils et de solutions qui nous arrivent, digitales qui nous arrivent. Moi, je reçois 3 à 4 appels par semaine de startups qui veulent me proposer des solutions. Donc, ce qui est le plus compliqué dans le métier d'asset manager aujourd'hui, c'est de faire un choix. Le choix pour nos outils et la façon dont on va travailler. On a le droit de se tromper en mettant une solution digitale sur un immeuble. On a le droit de se tromper en mettant en place une solution de beaux digitaux parce que ça ne marche pas et on revient au papier. Mais en tant qu'asset manager, là, on touche à nos outils, à notre cœur de métier. On n'a pas le droit de se tromper sur un changement aussi majeur que, par exemple, la façon dont on travaille et on modélise nos cash flows et nos reporting pour les investisseurs. Dans ce cadre-là, chez Colliers Global Investors, notre première décision stratégique a été de modifier, de changer, de passer sur un nouveau moteur de cash flow, nouvelle génération, codé pour pouvoir se connecter dans le futur avec tous les outils qu'on adopterait sur la chaîne de valeur dans le futur.
Un moteur de cash flow qui est accessible évidemment depuis smartphone, depuis le web, pour permettre aux différents acteurs et asset managers qui sont sur le terrain et qu'on remet de plus en plus sur le terrain de pouvoir avoir accès à ces informations. Et moteur de cash flow qui fait aussi GED et qui permet de générer de manière quasi automatique et assez fiable un reporting immobilier. C'est un processus fastidieux et c'est un processus qu'on a pris le temps de mettre en place. Alors, comme je suis un éternel optimiste, je vous dirais que le confinement nous a beaucoup aidés parce qu'on a eu des gens qui étaient sur la totalité de leur temps de travail derrière leur ordinateur et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire le changement et de remodéliser l'ensemble de nos immeubles dans le nouvel outil et de faire fonctionner les deux outils, l'ancien et le nouveau, en parallèle pendant le confinement pour pouvoir identifier quelles étaient les différences, identifier quels étaient les changements, les améliorations qu'on voulait apporter et surtout apporter toutes les corrections nécessaires. C'est un processus qui est digital mais qui est extrêmement humain parce qu'il faut accompagner les collaborateurs dans ce changement, dans ces modifications. Il faut systématiquement et personne par personne leur prouver l'intérêt de faire ce travail en doublon et l'intérêt qu'ils vont y trouver. Le deuxième axe de changement digital qu'on opère chez Colliers Global Investors, c'est une simplification de la communication avec nos property managers. Et là, vous m'accorderez une boutade à Xongor, puisqu'on en a déjà parlé tous les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les property managers viennent nous voir et nous proposent d'être le property manager 2.0. Nous, asset manager, on va se contenter pour l'instant d'un bon property manager 1.0 qui nous fait un quittancement, une reddition et un budget dans les temps et correctement. Et donc, on est en train de mettre en place cette passerelle entre notre moteur de cash flow et les property managers de manière à uniformiser la donnée et que tous les property managers qu'on utilise, parce qu'on en a plusieurs, puissent nous reporter la donnée de la même manière. Le troisième changement et la troisième modification qu'on apportera en 2021, c'est un nouvel étage à la fusée. Ça sera de passer de ce moteur de cash flow, de cette GED et de ce reporting immobilier à un reporting financier parce que nous sommes également fund managers et nous devons nous raisonnons en immobilier, mais nous parlons à des financiers qui sont nos investisseurs. Et dans ce cadre-là, le reporting financier est encore chronophage et a besoin aussi de ce passage. Mais comme je vous le disais, on a choisi de le faire vraiment sur un temps long pour être sûr d'avoir des bases solides et surtout pas dans la précipitation. Donc, en conclusion, je dirais que là où la taylorisation et la mécanisation ont évacué une partie de l'humain, et j'ai toujours cette image de Charlie Chaplin, nous avons la chance, en tant que gestionnaire d'actifs au global, tous autant que nous sommes dans ce séminaire, d'être un métier de service. Et nous souhaitons, et je souhaite que la digitalisation replace l'humain là où cela crée de la valeur et là où ça apporte une valeur ajoutée. Et finalement, ce discours que je tiens pour nos outils d'asset management pourrait aussi se tenir, et ça fera peut-être l'objet d'un autre séminaire, dans les immeubles où le digital doit nous aider à replacer l'humain là où il apporte un vrai service aux locataires. Parfait. Merci, Monsieur Brousseau, pour cette intervention et cet éclairage. Donc, vous parliez de reporting financier et de fund management. Donc, le pont, vous avez offert, en conclusion, vous avez offert le pont parfait pour accueillir notre prochain intervenant, Monsieur François de la Villéon, qui est directeur des fonds au PCI grand public chez Amundi. Et donc, il va nous rejoindre à l'instant. Oui, bonjour à tous. J'espère Bonjour, Monsieur Davillon. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos participants qui peuvent adresser leurs questions à l'ensemble de nos panélistes et je les prendrai en note pour pouvoir vous les poser par la suite. Donc, bonjour, Monsieur de la Villéon. Comme je disais, vous êtes directeur des fonds au PCI grand public chez Amundi. Et donc, évidemment, c'est avec vous, on continue de remonter la chaîne de valeur jusqu'à l'investment management et le fund management.
Donc, comme le disait M. Brossou, il y a des enjeux importants en matière de reporting, en matière d'un point de vue financier aussi, par rapport au digital dans la gestion d'actifs. Donc, j'imagine que je dois vous poser la même question que j'ai posée à M. Brossou et M. Xoukas. Comment justement votre secteur de la gestion d'actifs est impacté par le digital, et puis dans le fond quelle est la réponse que vous implantez pour répondre à ces nouveaux besoins qui émergent? Oui, tout à fait. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Parce que bien évidemment, chacun de nos métiers porte un regard qui est global sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans l'investissement immobilier. Mais je vais essayer de me focaliser sur cette strate de gestion de fonds où effectivement on a constaté depuis plusieurs années déjà une importance croissante des outils numériques, du digital, sous plusieurs formes et aussi à plusieurs niveaux. Depuis la collecte des fonds jusqu'au pilotage des performances et de l'allocation. Effectivement, la période récente du confinement et cette crise du Covid-19 ont mis en lumière un certain nombre d'outils connectés, d'outils collaboratifs, mais je crois pouvoir identifier, et en tout cas c'est le cas chez Amundi au niveau de la gestion de fonds, des tendances qui sont effectivement plus anciennes et plus profondes, et on a déjà évoqué ce point. Je pense que déjà il y a un premier mouvement de fonds qu'on peut identifier qui est un mouvement technologique qui a depuis plus d'une décennie mis à disposition un volume de données collectées beaucoup plus important et des outils de plus en plus nombreux. Et là, ça s'accélère encore dernièrement. Et puis l'autre, je dirais que c'est plutôt une tendance de marché. On a connu effectivement ces dernières années, dans un contexte de taux bas, une montée en puissance de l'immobilier comme classe d'actifs à part entière pour les investisseurs, et une augmentation significative des liquidités qui sont disponibles à l'investissement. Et tout ça, ça a exacerbé la compétition. La compétition entre les acheteurs, d'une part, les propriétaires, les investisseurs, et puis également entre les grands fund managers, entre les fund managers pour compte de tiers d'une manière générale. Et la conséquence de ces deux tendances, c'est d'une part un accent sur la réactivité. La réactivité est devenue clé. Aujourd'hui, pour remporter une acquisition, pour être sûr d'investir, suffit de déployer son capital suffisamment, eh bien, il faut pouvoir battre finalement lors d'une acquisition ses concurrents à plusieurs niveaux. Il faut trouver le juste prix, bien évidemment, ne pas payer plus cher que ce que l'on entend payer pour le risque et la performance qu'on recherche, mais il faut être rapide. Et la réactivité est devenue clé. Et par ailleurs, vis-à-vis de nos investisseurs, on doit mettre de plus en plus la qualité de l'information au cœur de nos préoccupations. Alors, ça accompagne également une compression sur les marges. C'est une tendance qu'on a déjà vue sur la gestion des valeurs mobilières et qui commence à concerner également la gestion des actifs réels et en particulier l'immobilier. Alors, les outils de gestion de la donnée numérique, la digitalisation, comme on le dit maintenant, pour évoquer plutôt l'expérience utilisateur, nous ont accompagnés face à ces grandes tendances, ou ont accompagné ces tendances de plusieurs manières. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir disposer de la donnée qui est déjà collectée et qui est très volumineuse, comme on l'a dit, de façon rapide, mais de façon fiable aussi, et de façon organisée et avec un degré d'exhaustivité de plus en plus élevé finalement. Alors, évidemment, c'est pour donner, d'une part, en tout cas pour les gestionnaires de fonds, un éclairage analytique de plus en plus complet à nos investisseurs. D'accord ? En s'appuyant sur des outils d'aide à la décision, des outils qui nous permettent de produire des analyses plus complètes, plus éclairantes pour l'investisseur.
Mais c'est également, et pour répondre à une tendance qu'on est en train de traverser, dont j'ai parlé, c'était évidemment également pour notre usage personnel, collecter des données de façon à avoir un pilotage toujours plus fin sur les coûts. Les coûts d'exploitation, sur toute la chaîne de détention, effectivement, de l'investissement immobilier, et puis également les coûts de gestion, puisqu'il faut rester compétitif et pouvoir proposer une offre qualitative aujourd'hui avec un coût toujours plus compétitif. Alors, dans la gestion de fonds et dans l'immobilier, on parle beaucoup de diversification. Effectivement, au niveau de la gestion de fonds, on est sur la détention de portefeuilles, et la diversification dans l'immobilier, c'est finalement une diversification qui peut être énorme. L'immobilier, ça peut être beaucoup de choses en beaucoup d'endroits. Une diversification géographique et sectorielle qu'on évoque bien souvent et qui va poser un certain nombre de défis pour la gestion de fonds. Et les premiers, en tout cas sur le sujet qui nous concerne, ça va être de réconcilier des pratiques de recensement des données et des modèles de reporting qui vont être très différents. Alors pour ça, il va y avoir un gros travail d'harmonisation nécessaire et qui va passer nécessairement par un degré de digitalisation, de numérisation et l'apparition d'outils, d'organisation, de manipulation et de validation de ces données numériques. Alors, l'apparition des données, des outils, c'est une chose, et l'adoption, c'en est une autre. L'adoption, elle s'est sans doute accélérée ces derniers mois, effectivement, dans la crise que nous traversons, et notamment avec la distanciation. Je pense que depuis un petit peu plus d'une décennie, la pression pour adopter ces outils s'est faite pour plusieurs raisons. La fiabilisation de la donnée, l'accès toujours plus rapide à la donnée, l'organisation de la donnée, mais il y a également aujourd'hui une pression supplémentaire qui est la distance, qui est beaucoup plus visible. Et la distance, effectivement, dans l'immobilier, c'est très concret. Donc on sait de quoi on parle. Et là, on va parler de distance entre les équipes. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est le principal enjeu chez Amundi dans la gestion de fonds, auquel on tente de répondre progressivement, c'est faire communiquer les outils entre eux, faire communiquer les équipes entre elles, puisqu'on a dans une structure de gestion de fonds des expertises très variées. On fait intervenir des départements distincts, des équipes distinctes, et ces équipes, elles doivent pouvoir utiliser un set de données unique finalement. Elles doivent pouvoir aller utiliser une source de données unique. Alors, on va parler bien évidemment de la gestion de fonds, de la nécessité de pouvoir consolider des données historiques au travers des différentes strates de détention de l'actif immobilier. On va parler également de la capacité de modélisation, de façon à pouvoir projeter des flux et anticiper jusqu'à pouvoir évaluer les distributions futures, par exemple, mais également la liquidité future et estimer le risque en suivant un certain nombre d'indicateurs. Mais on va communiquer pour ce faire avec des équipes de contrôle des risques, on va communiquer et on va essayer d'obtenir de l'information rapidement, de façon fiable également encore, de nos asset managers. On va échanger également avec des comptables qui vont compiler, enregistrer les données historiques qui concernent nos actifs immobiliers, nos structures. Et l'enjeu finalement, ça va être la capacité croissante des outils, des différents outils qui sont utilisés par différentes équipes, avec des couches d'analyse qui s'additionnent, à communiquer entre eux. Et donc c'est le temps de traitement de l'information pour passer d'une équipe à l'autre, pour passer d'un outil à l'autre, qui est un petit peu la nouvelle frontière aujourd'hui à faire reculer de notre côté. Alors plus particulièrement pour les OPCI grand public dont je m'occupe, ces OPCI grand public offrent à leurs porteurs un degré de liquidité qui est élevé en raison de la capacité qu'elles offrent à ces porteurs à se faire racheter leur part.
Et les technologies que nous regardons aujourd'hui, et je rejoins tout à fait Arnaud Broussou sur le fait qu'on reçoit énormément, on est très sollicité, on reçoit beaucoup d'offres, de propositions, et il faut savoir choisir, il faut savoir évaluer les besoins très précisément pour savoir choisir ces outils qui répondent de manière différente. Et donc, les technologies dont on parle aujourd'hui, eh bien, elles nous permettent, sur les OPC grand public, notamment de pouvoir suivre les souscriptions rachats sur nos fonds, elles nous permettent de produire des analyses et des indicateurs qu'on va mettre en face de notre capacité à assurer la liquidité à court, moyen et long terme. Et donc, on va utiliser à la fois des analyses pour évaluer, pour suivre les tendances sur notre passif. On va utiliser ces outils pour produire des analyses de risque également et d'estimation de la liquidité et également de simulation, des outils qui vont nous permettre de simuler un certain nombre de scénarios de façon à effectivement répondre, réagir par rapport aux anticipations qu'on aura sur la base des analyses des tendances de souscription rachat et des analyses de liquidité. Donc aujourd'hui, dans cette période, on a d'autant plus la nécessité d'évaluer les outils qui peuvent être à notre disposition et de progresser effectivement dans dans la manipulation de la donnée qu'on fait, dans la validation de cette donnée, également dans l'organisation de cette donnée, la rapidité avec laquelle elle circule. Je vais rejoindre également les autres interlocuteurs dans cette conférence sur le fait que, bien évidemment, on cherche à être vigilant sur l'impact humain de toutes ces technologies. Je suis moi aussi un optimiste et j'ai le sentiment aujourd'hui, en tout cas c'est la direction que nous cherchons à prendre, que l'adoption de ces technologies doivent réduire finalement le temps qui était dédié à la fiabilisation de la donnée par l'être humain, donc à réduire le risque d'erreur, le facteur humain, pour finalement consacrer ce temps à plus de confort dans l'analyse et plus d'analyse à mettre au service de nos investisseurs et à mettre au service des équipes dans le confort qu'elles ont à gérer les actifs immobiliers et les structures par lesquelles elles détiennent ces actifs immobiliers. Merci beaucoup, Monsieur de Lavilléon. Et donc, Monsieur de Lavilléon nous parle beaucoup, nous a parlé de beaucoup de sujets. Un des thèmes qu'il a abordé et qui semble ressortir de l'ensemble des interventions de nos panélistes jusqu'à maintenant, c'est les besoins de communication, d'interopérabilité et de fiabilité, évidemment, aussi. Et donc, j'invite Monsieur Andrew Hargood, Regional Manager Sales chez Yardi Systems, pour nous aider à répondre à ces questionnements, à trouver des pistes de réponse. Justement, Monsieur Hargood, Yardi Systems est un éditeur de logiciels dédié à l'immobilier, à l'asset management, à la gestion d'actifs au sens large, en fait. Donc, justement, quels sont les éléments de réponse comment justement pouvez-vous, chez Yardi, tentez-vous de répondre à ces besoins-là, à ces nouveaux besoins-là qui émergent? Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie tous les présentateurs et les participants pour votre présence. Donc, d'abord, je vais juste commencer avec une petite introduction sur Yardi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, effectivement, Yardi est un éditeur de logiciels qui développe une plateforme cloud pour tous les acteurs dans l'immobilier. Et je suis ravi de voir un tel ensemble d'acteurs aujourd'hui sur la chaîne de valeur du property, asset, fund manager et des prestataires de services. Donc, c'est un panel très, très intéressant. Nos solutions sont aussi pour tous les secteurs, que ce soit commercial, retail, logistique, résidentiel, coworking. C'est une entreprise privée
est familial. Monsieur Yardi existe bien. Il a créé la société il y a 30 ans. Et c'est le leader mondial en gestion immobilière. En France, on a une trentaine de clients et nous avons récemment ouvert notre bureau à Paris et on cherche à renforcer les équipes pour mieux accompagner nos clients localement en France. Donc, en fait, on se différencie de nos concurrents en étant vraiment la seule plateforme de gestion qui a eu du succès au niveau international et qui est vraiment en mesure de gérer des actifs, des portefeuilles et des fonds transfrontaliers. Donc, sur les sujets, on a parlé du secteur fragmenté et sur le thème de l'immobilier hyperconnecté, je voulais parler un peu de la manque de transparence sur le marché d'investissement immobilier. Dans une vie précédente, je travaille sur les marchés listés et j'ai vu comment le marché de l'investissement action a été transformé dans les 10 dernières années et comment ce secteur-là a vraiment mis l'intérêt de l'investisseur final au cœur de tous les process d'investissement, avec la transparence, la réduction des coûts intermédiaires, l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. C'est un marché qui est devenu beaucoup moins piloté par les relations et beaucoup plus par la technologie et surtout un changement sur des gens qui savent vraiment piloter cette technologie. Donc, je sais que le marché de l'immobilier n'est pas exactement la même chose. C'est un marché complexe avec d'autres considérations, mais le marché immobilier, investissement immobilier, reste un secteur qui se repose encore beaucoup sur les relations avec de nombreux intermédiaires, avec beaucoup de coûts de frottement dans le cycle de vie d'un investissement immobilier. Entre la construction, l'exploitation et disposition. Et du coup, les investisseurs font pression sur le secteur pour améliorer l'efficacité et la transparence via la transformation digitale. Donc, je pense que le plus gros changement que je vois actuellement dans cette transformation digitale, et là encore sur le thème du real estate hyperconnecté, c'est l'adoption du cloud. Et la façon dont le cloud permet les partages de données en temps réel avec une communication et collaboration entre les différentes équipes, à la fois en interne, mais aussi en externe. Aujourd'hui, la majorité des sociétés immobilières n'ont pas complètement adopté le cloud. Elles travaillent très souvent sur des bases de données différentes, copient des fichiers, échangent des fichiers avec des systèmes mal connectés. Certaines ont des systèmes ou moteurs de calcul sophistiqués, hein, mais ces moteurs sont mal connectés avec des échanges de fichiers ou pas connectés du tout, hein. Donc, du sort que la source de données est incorrecte dès le départ. Certaines possèdent des data warehouses, mais là encore, ça ne permet pas de partager les données avec des sources externes qui ont besoin d'une interface pour se connecter. On peut faire une interface, mais il faut que les données soient nettoyées, vérifiées, validées par les logiciels intermédiaires ou par des gens. Les logiciels middleware sont souvent utilisés, mais l'interfaçage est extrêmement compliqué et c'est très complexe. Dans le cloud, c'est complètement différent. Avec le cloud, toutes les parties prenantes, des investisseurs aux locataires, en passant par les PM, les assets, les fonds, même les fournisseurs, équipes de maintenance, facility manager, etc., peuvent tous communiquer et collaborer sur les mêmes données centralisées et de n'importe quel poste informatique, le moment que vous avez un browser. Avec le cloud, il n'y a plus d'échange de données. Je passe des données à telle personne pour travailler dans un coin qui pour moi, est inefficace et sujet à l'erreur. Avec le cloud, ça se transforme en partage de données qui est beaucoup plus efficace. L'accès d'une plateforme cloud est basé sur des rôles où chaque équipe ou membre a un GUI ou front-end différent avec des fonctionnalités spécifiques à son job ou son rôle.
mais ils travaillent tous sur la même base centralisée dans le cloud. Chaque intervenant rentre, améliore, enrichit les données et du coup, ces données ont une vraie valeur. Donc, en prenant l'exemple ici, un property à toutes les fonctionnalités opérationnelles pour gérer les immeubles et rendre les données comptables et actuelles. L'asset manager peut travailler directement sur ces données actuelles avec la fonctionnalité pour, par exemple, faire des scénarios pour optimiser et piloter la valeur de l'actif. Les gérants de fonds peuvent avoir la fonctionnalité permettant de calculer la performance et la liquidité de ces fonds ou analyser ces positions géographiquement ou sectoriellement. Tout au long de cette plateforme, il y a des workflows, des validations, des eurodatages pour s'assurer que les données ont une vraie valeur et sont réelles. Et il y a des fonctions de chat pour auditer les conversations et suivre chaque process étape par étape. Donc, on peut se connecter également les portails, qui est un mot un peu ancien, mais ou apps. Des apps qui sont connectées sur la plateforme, qui permettent des locataires, par exemple, de communiquer avec des propriétés communiquer avec des fournisseurs, les investisseurs de communiquer avec des gérants, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant. Hein. Il y a plus de coupure entre les différents systèmes, fonds, assets, property, et c'est la seule façon d'avoir une transparence sur l'ensemble de la structure de détention. Par exemple, quelqu'un au niveau de fonds, François au niveau de fonds, il voit un KPI qui ne comprend pas, il peut auditer immédiatement en temps réel ce KPI avec une transparisation jusqu'au bout et au-delà pour comprendre ce KPI. Donc, ça libère du temps pour que le professionnel de l'immobilier puisse faire son travail et ne se contente pas de nettoyer les données. Et en plus, on peut réduire considérablement le coût d'informatique et surtout la maintenance d'un système, d'un écosystème informatique compliqué. Donc, je pense qu'il y a une vraie tendance vers le cloud et cette idée d'une plateforme real estate. Et on voit bien avec la crise Covid, avec le télétravail et ce qu'on a dit sur le flex office, etc., que ceux qui ont une vraie plateforme basée sur le cloud ou une stratégie cloud ont un vrai avantage concurrentiel. Merci, M. Hargood, pour cette intervention. On est maintenant à la période de questions. Donc, ceux qui veulent poser des questions à nos panélistes peuvent le faire dans le chat juste à la droite. La première question, d'ailleurs, nous est venue de Monsieur Pierre Lusteau et ça traitait davantage de property management. Donc, peut-être que je la poserai en premier à Monsieur Xoukas. Dans le fond, la question de Monsieur Lusteau est comment ce moteur de cash flow parvient-il à garantir une fiabilité des rapports s'il n'est pas nativement intégré à la solution de property management et de comptabilité? Donc, Monsieur Xoukas, est-ce que vous avez bien entendu la question? Oui, j'ai bien entendu la question. Je pense que c'était c'était Arnaud qui en a parlé, le cash flow automatisé, mais c'est clair que ça doit être alimenté par les données de property management, soit par une solution intégrée comme Yardi vient de l'expliquer, Andrew, ou parce qu'il y a un interfaçage, ou parce que les property managers travaillent dans l'outil de client. Clairement, il y a on sait très bien que garbage in, garbage out, ça veut dire si les données ne sont pas fiables, les conclusions seront non plus. Donc, il y a une responsabilité autour de la qualité des données et
au moment de la saisie. Ça veut dire que les responsables de la qualité de données sont ceux qui travaillent, qui saisissent l'information et les données. Et ça devient de plus en plus important de sensibiliser les gens qui travaillent avec les données autour de l'importance de ces données-là, de donner de sens aux données. On a trop de données et finalement, on n'utilise que même pas à 5%. Donc, si on était capable de, déjà, pour les données qui nous sont vraiment importantes et sont décisives, d'être capable de créer une culture de données en donnant le sens aux données et responsabiliser les gens, je pense qu'on gagnerait déjà beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole à Arnaud Brousseau qui voulait aussi répondre à la question. Je crois que Monsieur Lusseau voulait aussi profiter de son éclairage. Donc, Monsieur Brousseau, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, comme je l'indiquais dans ma participation et dans ce que j'ai dit, nous avons fait le choix d'être extrêmement prudents dans notre approche. Parce qu'après 30 ans d'Excel, il faut quand même prendre le temps de stabiliser les systèmes. Après, ce sont des choix. Alors, je vois sur le chat qu'il y a plusieurs noms de logiciels qui sont indiqués. Je ne me permettrai pas de les répéter, ne serait-ce que par égard de notre invité, enfin de notre hôte Yardi. Mais effectivement, si vous regardez les solutions qui sont aujourd'hui apportées aux asset managers, vous avez des logiciels qui sont complets et extrêmement intégrés. Et vous avez ensuite des logiciels qui ont choisi de prendre la problématique par différents bouts. Il y en a certains qui décident d'uniformiser les données des property managers et qui vous indiquent que plus tard, ils travailleront sur le moteur de cash flow. Il y en a certains qui vous disent, moi, j'ai un moteur de cash flow et aujourd'hui et demain, je travaillerai sur l'internalisation des données. Je pense que c'est de toute façon, et on l'a tous dit, hein, il y a de nombreux acteurs qui apparaissent sur le marché. Il y aura forcément à un moment ou un autre une concentration parce qu'il y a des tas d'idées qui sont très intéressantes de partout, mais des business models qui sont différents. On en voit qui lèvent des capitaux, d'autres qui préfèrent rester propriétaires de leur solution. Donc, je pense que tout ça m'amène à être encore plus prudent sur ces choix. Pour répondre à la question qui a été posée, nous, l'optique qu'on a faite aujourd'hui, comme on a de multiples property managers, et c'est encore une fois quelque chose qui pourra être amélioré dans le futur. Mais l'outil, on a décidé de se concentrer sur le moteur de cash flow qui, à mon sens, est la base de notre travail d'asset manager. Fournir des données fiables de property manager, c'est le travail, c'est ce pourquoi on paye les property managers. Et aujourd'hui, chacun de mes asset managers, qui a entre 7 et 8 actifs core et value added sous sa responsabilité, est en charge de son propre état locatif. Si bien que quand les données du property manager nous arrivent, il y a systématiquement une comparaison et un rapport d'étonnement qui est fait ou pas, en fonction des différences qui peuvent exister entre le quittancement produit par le property manager et l'état locatif que nous avons nous et dont nous sommes propriétaires. Ce qui permet aussi simplement de se pencher sur le sujet et d'indiquer et de chercher où est l'erreur et de la corriger. Elle peut venir de l'asset manager, elle peut venir du property manager. Parfait. Donc aujourd'hui, on a fait ce choix parce que nous n'internalisons pas le property management et parce que nous faisons appel à toute une série de property managers spécialisés sur des métiers comme le bureau, le résidentiel ou le commerce ou à des plateformes globales et intégrées qui peuvent faire de tout, mais on travaille aussi, notamment parce qu'on a des actifs en région avec des opérateurs très spécialisés et très locaux. On a fait le choix pour le moment de garder et de rester propriétaire de nos propres états locatifs et nos propres états de quittancement et de les comparer à ce que nous produisent nos prestataires property managers. Bien évidemment, à court terme, il faudra effectivement qu'on travaille à un déversement et à une comparaison, un rapport d'étonnement automatique. Mais on a décidé, comme première étape et comme pierre angulaire de notre stratégie, de se concentrer sur le moteur de cash flow. Parfait, merci beaucoup. Je passe à une autre question, celle-ci de Monsieur Alexandre Redon, et qui nous demande
nous parlons beaucoup de données, fiabilité, partage, indicateurs, mais quel acteur doit détenir ce socle technologique? Peut-être que je peux poser la question en premier à Monsieur François de Lavilléon, qui nous a beaucoup parlé d'interopérabilité lors de son intervention. Donc, je vous répète la question. Quel acteur, selon vous, doit détenir le socle technologique de données et l'ouvrir? Oui, alors c'est une très bonne question, une question qu'on s'est posée nous chez Amundi. Quand on prend un outil, quand on adopte un outil, d'abord, bon, effectivement, il faut qu'il soit compatible, que la brique se loge dans un édifice global. On utilise plusieurs outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut qu'il y ait une réflexion globale, et donc qui rejoint cette inquiétude finalement de savoir où se trouve la donnée et qui détient la donnée d'une part et les outils d'autre part. Alors, chez nous, nous avons une préoccupation concernant la sécurité des données qui est très élevée, qui va jusqu'à finalement la localisation des données sur des serveurs qui nous appartiennent. Nous avons fait le choix, à chaque fois que nous avons discuté avec un éditeur de logiciels qui nous proposait une solution, nous avons fait le choix de demander systématiquement que les données que nous manipulons et que nous produisons soient logées chez nous et que nous soyons propriétaires de ces données. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, effectivement, les outils que nous adoptons progressivement doivent en premier lieu, pour que nous commencions à étudier l'adoption de ces outils, nous démontrer qu'un travail d'ouverture à d'autres outils, en particulier les nôtres, est possible ou est déjà en cours. Voilà. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à l'utilisation d'outils dans le cloud, c'est-à-dire qui ne sont pas à disposition chez nous. Par ailleurs, nous souhaitons que les outils, qu'ils soient dans le cloud ou chez nous, puissent communiquer entre eux. Donc, a priori, si on se dirige vers une solution cloud, ce sera toujours pour manipuler des données qui seront localisées sur nos serveurs, et ce sera parce que cette solution cloud, eh bien, elle permet de s'ouvrir à tous les autres outils que nous utilisons déjà ou que nous avons l'intention d'utiliser dans le cadre de cette réflexion globale. OK, parfait, merci. Je peux peut-être passer la parole à Monsieur Hoggood sur cette question. Andrew, vous avez parlé justement de solutions cloud, que c'est une voie favorisée par Yardi. Justement, quelle est justement votre réponse à la question de Monsieur Redon? Quel acteur doit, selon vous, détenir le socle technologique par rapport à tous ces besoins d'interopérabilité? Je pense que l'important est d'avoir une base centralisée de données propres et actuelles. Et pour moi, le modèle le plus efficace, c'est que le property manager rentre des données directement dans cette base qui est après, par la suite, utilisée par les autres acteurs dans la chaîne de valeur. Yardi offre une plateforme qui fait beaucoup de choses, qui offre beaucoup de choses pour les acteurs dans cette chaîne de valeur, du property management, on a des outils asset management, fund management. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile à tout faire pour tout le monde. Et l'immobilier est complexe avec de nombreux intervenants. Donc, en fait, dans le cloud, il y a bien sûr la possibilité de connecter à d'autres systèmes, avoir une interopérabilité avec d'autres systèmes. L'idée, c'est avoir plus de concurrence pour être plus efficace et ne pas moins. Et donc, les connexions dans le cloud se fait par ce qu'on appelle les API. Donc, ça change un peu tout. C'est plus des échanges de fichiers, des formats de fichiers qui sont très compliqués.
C'est toujours ça le problème des données, c'est de pouvoir rentrer les données dans un format fiable, mais avec le cloud et les API, c'est en temps réel. Il n'y a plus d'échange de fichiers. Et par exemple, chez Yardi, nous avons des partenaires avec des API déjà connectés. On a plus de 250 interfaces avec d'autres systèmes que je pense fait la plateforme cloud le plus ouvert qui existe dans le secteur immobilier aujourd'hui. D'accord. Et donc, Madame Sylvie Perronnet, pardon, pose la question dans le même sens. Elle demande pour s'assurer de la qualité des données, ne faut-il pas disposer d'un référentiel commun à l'image de la maquette numérique mise en œuvre pour le BIM? J'invite l'un d'entre vous qui souhaite répondre à la question à se manifester. Monsieur Xoukas, oui. Prends le premier tour de parole. Justement, c'est notre en fait, initiative au sein de la Proma. C'est une ambition d'être capable de créer un langage commun, un référentiel de données, mais pas pour avoir un référentiel qui n'est pas utilisé, mais un référentiel qui sert à un cas d'usage. Et pour l'adoption d'un référentiel, il faut que ça soit utile. Si on ne voit pas l'intérêt, bien entendu, on va créer quelque chose de très théorique, très certainement sophistiqué et intelligent, mais il faut qu'on trouve son utilité. C'est pourquoi le test qu'on va faire, on lance jusqu'à la fin de l'année. Au lieu de faire un référentiel exhaustif, on a décidé de faire un référentiel autour d'un cas d'usage. Je donne un exemple de l'industrie aérienne. Là-bas, il y a beaucoup d'acteurs aussi, c'est très fragmenté. En fait, quand il y a un retard d'un vol, tout le monde doit être informé, les bagagistes, les services de l'aéroport, la correspondance et bien entendu le passager. Et si les informations ne sont pas en temps réel dans un langage qui est interopérable partagé, du coup, bien entendu, on peut perdre des bagages, on peut rater des correspondances et le passager peut bien entendu souffrir. Donc, ici, avec IATA, ça a fonctionné. C'est parce qu'il y avait un cas d'usage, une utilité. On essaye d'appliquer la même chose dans l'immobilier et on essaye de construire autour d'un cas d'usage avant la fin de l'année un test pour un référentiel des données. Parfait, merci. Je suis d'accord, bien entendu, avec la question. C'est indispensable d'avoir un référentiel. D'accord, oui. Et donc, je vois, on a une nouvelle question qui vient tout juste d'arriver de Monsieur Franck Lecoq qui demande, on parle beaucoup de data, pouvez-vous également partager vos expériences en termes d'implication des collaborateurs? Avez-vous également expérimenté des démarches de design de services? Donc, je ne sais pas qui a envie de répondre en premier. Sinon, je passe la parole à M. Brousseau. Oui, sur l'implication des collaborateurs, je l'avais indiqué lors de ma présentation, c'est vrai que c'est très important cet accompagnement humain. Et c'est tout simplement, je pense, important de leur montrer et de leur démontrer l'intérêt de la tâche. Je connais assez bien Franck pour avoir, dans une vie antérieure, travaillé à développer des modèles et des outils informatiques avec lui chez mon précédent employeur. Il y avait une part très, très importante d'accompagnement humain, de formation des équipes et de participation des équipes à la construction d'un outil adapté. Voilà pourquoi, alors, on pourrait penser au fur et à mesure de mes interventions que je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Non, mais c'est l'expérience qui m'a amené
à voir que sur ce type de sujet, et pour reprendre mon image, ça fait 30 à 35 ans qu'on travaille sur Excel, faire changer les modalités et générer une rupture au sein des équipes d'asset management, que ce soit au sein de celle d'AEW où j'ai travaillé, ou au sein de celle de Colliers Global Investors aujourd'hui. Il faut être extrêmement patient. Il est très, très facile de lancer un projet de digitalisation, de nouvel outil, et qui fait un flop au bout de 6 ou 8 mois parce que personne ne l'a adopté et tout le monde continue à travailler de l'ancienne manière. Donc, l'accompagnement humain, c'est peut-être la plus grande partie du travail. Une fois qu'on a délégué aux spécialistes comme Franck la création de l'outil dont on a besoin. Parfait. Je passe la parole à Madame Magali Marton qui voulait aussi intervenir sur cette question. Madame Marton, la parole est à vous. Merci Luc-Étienne. Oui, effectivement. Alors ça, c'était une question qu'on avait aussi abordée dans cette étude de fin 2019 réalisée avec Wirescore. On a été plutôt surpris. Alors, encore une fois, les personnes qu'on interrogeait étaient donc les salariés des entreprises qui utilisent les espaces de bureau. Et grosso modo, on a été assez surpris sur le côté favorable à de l'expérimentation, voire même l'utilisation de robots finalement pour gérer les immeubles, ou en tout cas faire des propositions sur des optimisations de réglages et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une volonté effectivement de se prêter au jeu. Il y a aussi l'idée, et je rejoins Monsieur Broussou sur son intervention précédente, rien ne doit être imposé. Il faut vraiment réussir à engager finalement les individus dans cette expérimentation technologique, ne rien imposer, qu'ils soient eux acteurs, qu'ils voient aussi pourquoi l'expérience est menée, quel est le retour qu'ils pourront en avoir sur un confort, un bien-être, une meilleure finalement optimisation de leur temps de travail, et puis surtout accepter que on va potentiellement parfois se tromper, revenir en arrière et éviter finalement un peu l'effet gadget dont on s'est rendu compte et ça on l'a vécu sur certaines applications qui étaient censées nous faciliter la vie dans l'immeuble de bureau. Finalement, on se rend compte qu'au bout de 2-3 mois, degré d'adhésion très faible et puis utilité aussi elle-même très faible. Donc finalement, il y a tout ce champ d'expérimentation qui part vraiment de la plus petite unité, hein, c'est-à-dire finalement l'individu qui vit l'espace de bureau et pour lequel on a plutôt, nous, le sentiment, en tout cas c'est ce qui apparaissait au travers de cette étude, que les collaborateurs étaient prêts à jouer la partie, mais une partie dans laquelle ils veulent quand même garder la main d'une façon ou d'une autre. Si je peux me permettre juste un petit commentaire, ce que je trouverais super intéressant à explorer et ça, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment. Je me dis finalement que dans la façon dont on a d'envisager l'immeuble de bureau, alors moi, mon propos, il était quand même très tertiaire dans le sens pur du terme, je me dis qu'il y a forcément quelque chose à réinventer sur la façon dont le propriétaire, son property, son facility manager aussi, la relation qui finalement se tisse avec le locataire et avec les collaborateurs des entreprises qui sont logées. Je suis assez frappée de la façon dont, dans le champ du commerce, finalement, le propriétaire est très intéressé à l'optimisation du chiffre d'affaires de l'enseigne qui est son locataire. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur une convergence des modèles et finalement se dire que l'immobilier, c'est un formidable outil d'optimisation de la productivité de l'entreprise. L'entreprise est aujourd'hui traversée par énormément de courants assez révolutionnaires. L'immobilier doit participer de cette révolution-là. Encore une fois, le chemin est long, il est juste passionnant, fascinant, et bien évidemment, l'immobilier a aussi sa
sa place dans cette révolution-là. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur la façon dont on peut être, en tant que professionnel de l'immobilier, acteur finalement de cette création de valeur au service de l'entreprise. D'accord, merci. Je sais que M. François de la Villéon souhaitait aussi intervenir par rapport au sujet de l'adoption du digital. Donc, M. de la Villéon, je vous laisse réagir. Oui, tout à fait. Alors, de quelques mots simplement, je rejoins vraiment totalement ce qui a été dit par Madame Marton et Monsieur Broussou, et j'ajouterais peut-être que il y a deux dimensions qu'il faut considérer dans l'accompagnement humain dont on a souligné l'importance. Il y a effectivement l'adoption de l'outil en tant qu'utilisateur. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi quelque chose à gagner finalement en faisant participer le collaborateur, l'utilisateur, parce que il y a toujours une nécessité de paramétrage, de quasi-développement à partir du moment où l'éditeur arrive avec sa solution logicielle. Et pour que le collaborateur apporte justement, pour que l'outil soit efficace et pour qu'il participe de cette révolution dont parlait Madame Marton, il faut que le collaborateur apporte sa pierre à l'édifice. Pour ça, il faut qu'il soit engagement. Il y a cette notion d'engagement et le collaborateur doit être engagé, effectivement, non seulement pour adopter l'outil et être capable de l'utiliser et donc valider la transformation qui est proposée à l'entreprise, mais également il doit apporter quelque chose, il doit apporter sa collaboration pour que l'outil ressemble bien au final à ce à quoi il doit ressembler et qu'il réponde bien aux attentes de cette entreprise en particulier. D'accord, oui, merci. Et donc, Monsieur Hoggood aussi souhaitait intervenir par rapport à la question de l'adoption, peut-être aussi comment améliorer l'adoption de solutions digitales, car en effet, on a beau avoir tous les capteurs du bâtiment le plus intelligent possible et les meilleurs outils numériques pour la gestion d'actifs, s'il y a personne qui s'en sert, on s'en sortira pas. Ouais, en fait, je dirais juste que c'est vrai que le conduit de changement est vraiment très important. Et effectivement, il faut absolument que les utilisateurs adaptent les solutions mises en place. On voit souvent les systèmes très puissants qui sont installés chez les clients, mais qui ne sont jamais vraiment adoptés. Donc, c'est aux éditeurs de fournir des outils faciles à utiliser et surtout des outils qui sont adaptés au processus du client, ou que les process du client sont faits autour de l'informatique. Parce que si chacun fait quelque chose dans leur coin, ça ne va jamais être adopté. D'accord, parfait, merci. Et donc, Monsieur Lecoq nous donne lui-même un élément de réponse. Il nous dit un facteur clé de succès passe sans doute par une expression explicite des promesses faites à chaque utilisateur. Donc, on approche de la fin du webinaire. Donc, si vous avez une dernière question, il nous reste un petit 2 minutes pour une dernière question. Si un de nos participants veut interagir avant la clôture de cette discussion. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va simplement attendre la dernière question et ensuite. Donc, Monsieur Fernando Mota, pour la dernière question, qui demande que pensez-vous des fonctions cartographiques dans les logiciels à destination des asset managers? Peut-être une question pour Monsieur Broussou en premier. Alors, j'imagine que j'ai du mal à saisir vraiment. Si vous pouviez, Monsieur Mota, éventuellement préciser votre question, parce que les fonctions cartographiques, au-delà d'indiquer où est l'actif, où est un portefeuille d'actifs, ce qui me semble être une fonction assez basique, qui est très bien pour le reporting, mais qui, à mon avis,
ne remplace pas la vue terrain et le fait de se déplacer sur l'immeuble. Si cette question est vraiment là-dessus, ça a un intérêt pour le reporting, mais ça me semble être pas le fondamental. Alors, répertorier le référentiel immobilier sur une carte, avoir un reporting cartographique. Ça pourra avoir du sens dans le cadre de toutes les nouvelles fonctions et tous les nouveaux reportings qu'on est en train de développer. Je pense notamment à ce qui est du risque climatique et toute cette notion d'ISR, de risque climatique, de développement durable, etc. Ça permettra de voir, et je sais qu'il y a certains acteurs du métier qui ont, par exemple, décidé de s'affranchir et de vendre des actifs qui, en fonction de critères comme est-ce qu'on arriverait à atteindre les 40% d'économie d'énergie ou pas. Donc, sur cette décision, cette vision décisionnelle, pourquoi pas. Mais pour l'instant, les asset managers s'en servent uniquement pour montrer où est l'actif, montrer où est le portefeuille. De là à avoir, enfin, je ne pense pas que la cartographie en elle-même et qu'on ait des visions et des décisions qui soient géocentrées, on a besoin de cartographie pour ça. On a besoin de développer des nouveaux modules à ces reporting, notamment tout ce qui est la dimension ISR, développement durable, récupération des données de consommation, économie d'énergie, plans d'économie d'énergie qui sont couplés avec les plans pluriannuels de travaux et ce genre de choses. Mais je veux dire, si aujourd'hui tous les codeurs qui nous écoutent et qui veulent faire évoluer les logiciels sont là, je pense qu'ils peuvent laisser de côté pour l'instant la cartographie et nous aider plutôt dans l'interopérabilité des différents systèmes qui puissent vraiment communiquer entre eux et l'intégration très rapide de modules de décision qui permettent de récupérer toutes ces données sur ce nouvel Eldorado qui est le développement durable. On a une pression réglementaire, nous, asset managers, dessus. On a une pression décisionnaire de la part des investisseurs et elle est la bienvenue. Mais on va avoir à bâtir les indicateurs de décision et les outils sur ce sujet-là. Merci. Et donc, pour le mot de la fin, je passerai la parole à Monsieur François de la Villéon qui souhaitait lui aussi répondre à cette question par rapport aux fonctions cartographiques. Donc, Monsieur de la Villéon, la parole est à vous. Oui, merci. Non, j'ajouterais simplement que ce sont des fonctionnalités parfois qui s'adressent à un autre type d'utilisateur, qui est plutôt un utilisateur de type investisseur, peut-être même un investisseur de détail. Je parle en connaissance de cause puisque je gère des fonds grand public et j'ai vu passer des solutions récentes qui proposaient d'accéder à l'information financière au travers de la carte, c'est-à-dire qu'en cliquant sur un point sur la carte, un actif sur la carte, ou en cliquant sur un pays, ou en cliquant sur une ville, on accède à des données sur l'actif. Des données élémentaires sur l'état locatif par exemple, ou des données de performance. On accède à des données d'analyse du portefeuille. Donc finalement, les utilisateurs, selon celui auquel on s'adresse, eh bien, on va peut-être leur proposer des différents moyens finalement d'accéder à la donnée. C'est toujours la même donnée qui est produite, c'est toujours la même donnée qui est traitée, comme le disait Monsieur Broussou à l'instant. Finalement, les contraintes et les besoins d'asset manager restent les mêmes, mais par contre, lorsqu'on s'adresse à des utilisateurs différents, ça peut être effectivement une solution de plus. Voilà. Parfait, merci beaucoup. C'est donc le temps, c'est tout le temps qu'on avait pour ce webinaire ce matin. Évidemment, je commence par remercier tous les participants et tous les panélistes qui sont intervenus. Évidemment, c'est un sujet en pleine évolution qui continuera d'être suivi de près dans les prochains mois, les prochaines années. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.